Bonsoir, Monsieur Mbelou. Bonsoir, Monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue. Cette semaine, l'actualité demeure encore dominée par la crise qu'il y a à l'est du pays entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et cette semaine, les accusations fusent de part et d'autre dans cette situation. Et voilà que le Rwanda accuse maintenant la RDC de relancer sa collaboration avec les FDLR pour attaquer son territoire. Info ou bien intox, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que le gouvernement du Rwanda, par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères, et le gouvernement du Congo issu du coup d'État administratif après les élections de novembre et décembre 2011, sont en train de jouer du théâtre. Un théâtre de mauvais goût, dans la mesure où ces deux parties savent, à partir de leur collaboration, ce qui se passe réellement à l'est de notre pays. Ces deux parties se sont sérieusement enrichies sur le compte des cadavres de notre pays. Alors aujourd'hui, où la vérité est en train d'éclater au grand jour, elles se mettent à jouer du théâtre pour pouvoir rouler le peuple congolais dans la farine. L'argument selon lequel le Congo utilise les forces négatives du Rwanda, les FDLR, a été un recours permanent chez les Rwandais qui sont au pouvoir pour pouvoir exécuter leurs desseins ignobles à l'est de notre pays, c'est-à-dire tuer nos compatriotes, s'enrichir sur le dos de nos cadavres, et puis faire du Rwanda une petite cité moderne. Il n'y a que cela. Alors, comme c'est le Rwanda qui a permis à ceux qui sont au pouvoir au Congo aujourd'hui d'être au sommet de l'État, ces messieurs-là n'ont rien à opposer comme argument de taille au Rwanda. Ils peuvent tout au plus dire ce que les experts de l'ONU ont remarqué à partir de leurs enquêtes. Ils répètent cela parce que c'est devenu de plus en plus un secret de polichinelle. Mais ces deux parties jouent purement et simplement au théâtre en espérant pouvoir rencontrer l'aval des compatriotes congolais qui pourraient se dire, eh bien voilà, maintenant ce gouvernement issu du coup d'État des élections de novembre et décembre 2011 travaille quand même pour nous. Parce que dans l'entretemps, ces messieurs se rencontrent en catimini, ils essaient de négocier à Goma. C'est pour vous dire qu'effectivement, ils essaient de jouer au cinéma afin de rouler nos compatriotes dans la farine. Mais pas plus tard qu'hier, M. Lambert Mende, qui est porte-parole du gouvernement de Kinshasa, a organisé une conférence de presse à Kinshasa, au cours de laquelle il a dit ceci: le Rwanda doit cesser d'alimenter la guerre en RDC. Et par la même occasion, il a mis en cause certains officiers supérieurs rwandais qui apporteraient une aide logistique aux rebelles du M23. Et puis, vous venez de le dire tout à l'heure, en même temps, certaines dépêches de presse indiquent que ces mêmes officiers rwandais mis en cause par le gouvernement de Kinshasa négocieraient à Goma avec les autorités congolaises. Mais on n'y comprend plus rien. Mais on n'y comprend plus rien, M. Etienne Ngandou, si on ne relit pas notre histoire. Savez-vous que M. Lambert Mende est passé par le RCD Goma, le RCD Goma qui est la création du Rwanda. Ces messieurs-là ont compris que nous ne réalisons pas sérieusement notre histoire et que ils ne seront pas sérieusement remis en question en débitant les mensonges et les autres commentaires de mauvaise aloi qu'ils débitent sur notre pays. Monsieur Mende est une création du Rwanda.
il ne peut pas scier la branche sur laquelle il est assis. Donc ces commentaires sur ce qui est en train de se passer à l'est de notre pays donnent l'impression d'être une nouveauté. Or, quand nous réalisons notre histoire, essayez de lire le livre de Charles Onana, C'est tueur Tutsi, au cœur de la tragédie congolaise. Déjà en 1996, Monseigneur Muziriwa mettait à nu le jeu du FPR-APR de Paul Kagame au Rwanda et à l'est de notre pays. Donc c'est que il donne l'impression, les Mende, les Chibanda et les autres, ce qui donne l'impression d'être une nouveauté aujourd'hui, est un secret de Polichinelle. Il y a le rapport Gersony de 1994 qui dit dans les détails, c'est que le Rwanda de Paul Kagame avec le FPR-APR a fait dans la région des Grands Lacs jusqu'à ce jour. Il y a le rapport mapping dont les conclusions n'ont jamais été sérieusement exploitées jusqu'à ce jour. Il y a tous ces autres rapports qui se multiplient, mais qui montrent clairement que l'un des problèmes dont souffre la région des Grands Lacs, c'est celui de l'impunité. On ne va pas mettre fin à cette impunité en multipliant les scènes de théâtre et les dialogues. Il faudrait, si cela avait été possible, qu'un tribunal pénal international pour le Congo puisse être institué dans la région des Grands Lacs. Mais là, j'estime que nous allons attendre longtemps parce que ceux qui ont orchestré cette guerre contre notre pays ne sont pas disposés à s'engager sur cette voie de la création d'un tribunal pénal international pour le Congo. Raymond Chibanda, qui est chef de la diplomatie congolaise, était de passage à Bruxelles cette semaine pour présenter sa version des faits. Il plaide pour un retour au dialogue avec le Rwanda. Et pour cela, il demande à la Belgique et à l'Union européenne d'exercer des pressions diplomatiques sur Kigali. Est-ce une approche qui vous paraît appropriée dans cette situation? Dans chaque situation de conflit, le dialogue est nécessaire, mais il est insuffisant. Les différents rapports auxquels je viens de faire allusion, qui ont été dressés sur la situation de notre pays depuis les années 90, exigent qu'en plus du dialogue, la justice puisse être dite sur cette région des Grands Lacs. Il y a des personnes sur lesquelles pèsent des mandats d'arrêt international et qui, jusqu'à ce jour, n'ont jamais été inquiétés. Donc, il y a là un problème de justice qui reste irrésolu jusqu'à ce jour. Tant que l'on se contentera du dialogue sans toucher à la question de l'impunité, rien ne pourra bouger dans la sous-région qui est la nôtre. Dans votre dernier papier que nous avons publié aujourd'hui, vous parlez de faire attention aux amis du Rwanda. Parce que maintenant, on voit les diplomates congolais parcourent le monde entier pour plaider leur cause. Mais on voit bien que derrière Kigali, il y a une main très puissante. Qui sont ces amis du Rwanda dont vous voulez parler dans vos textes? Mais le rapport auquel nous sommes en train de faire allusion aujourd'hui et ces ajouts ont été menacés de ne pas être publiés grâce à l'intervention des États-Unis d'Amérique. Et encore une fois, c'est un secret de Polichinelle que depuis que les hostilités, depuis le début de la guerre d'agression que notre pays subit, ce sont les États-Unis qui sont impliqués dans cette guerre. Dans l'article auquel vous faites allusion, je cite nommément Monseigneur Muziriwa, qui avait des éléments qui le convainquaient qu'il y avait au moins 50 instructeurs américains qui travaillaient avec les militaires rwandais. Et quand vous visualisez
le petit film auquel j'ai fait régulièrement référence, le conflit au Congo, la vérité dévoilée, vous réalisez que des professeurs d'université des États-Unis disent eux-mêmes que le Rwanda fait aujourd'hui au Congo ce que eux ne savent plus faire et que le Congo est un pays qui a fait leur puissance économique et leur pouvoir militaire et qu'ils ne sont pas prêts à pouvoir abandonner ce pays. En dehors des États-Unis, il y a la Grande-Bretagne, il y a Israël et beaucoup d'autres pays alliés qui travaillent avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi à la balkanisation du Congo. Un mot sur Joseph Kabila, qui depuis le début de cette situation, comme à son habitude, il observe le silence, ce qui fait dire à certains qu'il est là dans son rôle de président de Pakoti. Un petit commentaire à ce sujet. En lisant l'article, l'éditorial de Ambawechi portant le titre Joseph Kabila, président de Pakoti, j'ai partagé purement et simplement son analyse. Et si ce monsieur-là se tait aujourd'hui, c'est parce qu'il fait partie du problème. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment de temps pour rentrer dans les détails, mais quand vous relisez l'histoire de notre pays, quand vous voyez les circonstances dans lesquelles Laurent Désiré Kabila a été tué, et que vous vous rendez compte que juste après, c'est ce monsieur-là qui a pris le pouvoir, vous vous dites, c'est à lui qu'a profité le crime. Le crime lui a profité parce que il avait accepté avec son parrain Paul Kagame de pouvoir ouvrir le Congo au marché néolibéral. C'est ainsi qu'il est maintenu au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, dans la mesure où il peut offrir ses services à tous les prédateurs qui ont envie de s'emparer des matières premières de notre pays. Il est maintenu, mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va parler pour dire quoi? Dans l'article auquel vous avez fait allusion aujourd'hui, l'article que j'ai publié aujourd'hui, je le cite, déjà en 2004, il disait que le Rwanda avait fait ses incursions dans notre pays à partir du Nord Kivu pour pouvoir y commettre des crimes et s'adonner à une aventure criminelle. Depuis 2004, on l'a jamais vu se lever, parler publiquement pour condamner toutes ces incursions sur lesquelles il doit être suffisamment informé. Son silence signifie qu'effectivement, il fait partie du problème et qu'il est l'un des traîtres de notre pays et qu'un jour, il aura à répondre de cette traîtrise. Le mandat de la mission des Nations Unies, la MONUSCO, vient d'être renouvelé jusqu'au 30 juin 2013. Le gouvernement congolais s'en réjouit, mais les populations de la partie est du pays ne se sont jamais senties autant seules en ce moment. Cela ne pose-t-il pas la question de l'utilité de cette mission des Nations Unies? La mission des Nations Unies prouve que notre pays n'est pas souverain, qu'il est un pays sous tutelle. La mission des Nations Unies permet aux prédateurs que protège le pouvoir du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi et le pouvoir issu du coup d'État des élections de novembre et décembre 2011 chez nous, de pouvoir poursuivre leur travail, c'est-à-dire leur besogne, c'est-à-dire le pillage systématique de nos matières premières stratégiques, mais aussi de pouvoir travailler à la balkanisation économique et politique de notre pays. Le projet de budget 2012 a été présenté par le gouvernement de Matatampo et a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale, bien que certains députés l'aient jugé irréaliste et non sincère, puisque les apports extérieurs, c'est-à-dire la part du budget financé par les bailleurs de fonds, représente à peu près 38% de ce budget. N'est-ce pas là un signe de notre
faible capacité à mobiliser les recettes internes. Je ne prends pas trop au sérieux la critique formulée par cette fameuse opposition-là. Opposition et majorité dans notre pays aujourd'hui essayent de se construire en se servant d'une matrice consensuelle. Leur matrice consensuelle, c'est le néolibéralisme, qui est un système de prédation de notre pays. Leurs critiques, ce sont des critiques internes qui n'ont rien à voir avec le développement de notre pays. Ce sont des critiques pour amuser la galerie. Je croirais en cette opposition-là si elle pouvait aujourd'hui, vu le fait que notre pays est mis sous la coupe réglée du néolibéralisme, je croirais en cette opposition si elle claquait la porte pour pouvoir combattre le système au sein duquel il évolue. Mais qu'elle formule des critiques à l'intérieur d'un système néolibéral de notre mort, je ne prends pas ces critiques-là trop au sérieux. Et il est impossible qu'un gouvernement travaillant pour les néolibéraux et les néocolonialistes puisse avoir un budget répondant aux attentes de notre population. Et c'est impossible. Vous avez écrit cette semaine un texte sur les sommets de la francophonie prévu cette année à Kinshasa. Et vous y dites notamment ceci: traitant du départ ou pas de François Hollande pour la francophonie, nos compatriotes posent en filigrane la question essentielle de la légitimation du pouvoir en Afrique. Il semble, eux qui luttent pour un Congo souverain, soutenir imaginairement que la légitimation du pouvoir chez nous doit venir de l'extérieur, de la communauté internationale qu'ils critiquent au quotidien. Est-ce à dire, selon vous, que cet activisme contre la venue de François Hollande à Kinshasa ne sert à rien? Je n'irai pas jusqu'à dire que cet activisme ne sert à rien, mais je regrette quand même qu'il n'y ait pas suffisamment d'approfondissement des questions face auxquelles nous sommes confrontés. Est-ce une urgence que d'interdire à François Hollande d'aller chez nous quand nous savons que ce monsieur fait partie, avec son pays, de l'Union européenne qui avalise au quotidien la politique des putschistes de novembre et décembre 2011. Ma question se situe à ce niveau-là. Une autre question que je me pose est celle-ci. Est-ce qu'il n'est pas plus que temps pour que nous comprenions que nous devons pouvoir rompre avec la loi de l'hétéronomie et croire que la légitimité d'un pouvoir vient de ces masses populaires et non de quelques pays occidentaux que ce soit. Je vois mal un Vénézuélien, un Équatorien, un Argentin réfléchir dans les mêmes termes que nos compatriotes qui voudraient que François Hollande ne puisse pas se rendre dans notre pays. Nous sommes restés trop esclaves de l'hégémonie occidentale, ce qui fait que dans nos façons d'aborder, d'appréhender certaines questions, nous ne réussissons pas beaucoup à rompre avec le cadre hégémonique de l'Occident. Donc nous tournons en rond. Nous voulons au même moment une chose et son contraire. Nous voulons être souverains et au même moment nous voulons que les Occidentaux nous donnent la souveraineté, alors que quand vous lisez très bien cet article auquel vous faites allusion, la femme de François Mitterrand affirmait déjà elle-même qu'en 81, son mari lui disait son impuissance à pouvoir maîtriser le poids des institutions financières internationales qui pesaient sur son pays. Et François Mitterrand confiait à son épouse qu'il était chef d'un gouvernement, mais qui n'avait pas le pouvoir. J'ai l'impression, et c'est l'une des thèses que j'aime beaucoup, il y a une dimension cognitive de notre histoire que nous n'arrivons pas beaucoup à approfondir. Et ça risque de retarder
l'aboutissement de nos luttes de résistance, parce que les questions essentielles et leurs analyses approfondies semblent nous échapper. Demain, 30 juin 2012, cela va faire 52 ans que l'indépendance du Congo a été proclamée. Est-ce que ce pays est-il vraiment indépendant dans les faits? Non, ce pays n'est pas indépendant dans les faits. Notre indépendance nous a été escroquée avec l'assassinat de Patrice Emery Lumumba le 17 janvier, pardon, 1961. À partir de cette date-là, nous n'avons pas réussi jusqu'à ce jour à devenir un peuple souverain politiquement, économiquement et culturellement, je dirais même spirituellement. C'est cette lutte-là que nous sommes en train de mener jusqu'à ce jour. Alors, pour finir, je vous poserai la question, quel leadership pour le Congo-Kinshasa et surtout quel modèle pour notre société pour que le Congo de demain puisse émerger? Moi, je parlerai d'un leadership visionnaire et un leadership collectif. Nous devons pouvoir rompre avec cette politique fondée sur des individus et sur des partis politiques qui essaient d'émietter notre communauté de façon à la rendre impuissante. Nous devrions davantage travailler avec un leadership collectif, c'est-à-dire un leadership qui regorge en son sein des compétences venant de tous les domaines de la vie chez nous. Un leadership qui soit capable de pouvoir relire et maîtriser notre histoire, un leadership qui soit capable d'analyser les enjeux majeurs de cette histoire et de réorienter notre pays géopolitiquement et géostratégiquement de manière efficace. Malheureusement, j'ai l'impression que ce leadership traîne à pouvoir poindre à l'horizon. Mais il y a de potentialités énormes qui se manifestent et je suis plus ou moins convaincu que dans les jours et les mois à venir, les choses pourront bouger sérieusement. Donc il y a raison d'être optimiste. Je ne dirais pas raison d'être optimiste, je dirais tout simplement qu'il y a des motifs d'être persévérant et résistant. Voilà, merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien M. Etienne Ngandou, à la semaine prochaine.